Bonjour. Donc on a fait une bonne année en art-thérapie au niveau du secteur protégé en hémato. Donc le but de l'art-thérapie, c'était déjà de permettre une bulle d'air aux patients isolés de leur famille, dans un protocole de soins, auprès d'une maladie grave, avec des inquiétudes, des questionnements, des doutes, et avec peu d'espace en fait en dehors du soin pour occuper leur temps déjà, voir un petit peu autre chose. Donc le travail art thérapeutique qui s'est mis en place, c'était quelques contraintes en secteur protégé, dans le sens où on est très limité, vous vous doutez bien, au niveau du matériel, parce que tout doit être désinfecté, stérilisé, donc voilà, mais qu'avec peu de matériel, finalement, on peut faire de grandes choses. Et en art-thérapie, donc c'était un espace pour les patients qui relataient pour beaucoup donc, le traumatisme déjà de l'annonce de la pathologie, parce que c'est assez brutal pour la plupart. Donc c'est des espaces thérapeutiques pour retravailler ça. Et l'isolement, moi j'ai rien préparé, je suis fatiguée, excusez, j'espère que vous comprenez. Donc ce que je veux dire par là, c'est juste permettre un espace aux patients en utilisant des moyens artistiques pour des enjeux thérapeutiques, en fait, pour un accompagnement. Et il y a un suivi qui se mettait en place, puisque c'est des hospitalisations qui sont assez longues, et sur le principe ensuite des 30 jours. Donc moi j'étais présente seulement un vendredi tous les 15 jours, mais il y avait quand même une accroche, puis ce sont des personnes, donc, suivant les chimios, qui reviennent après pour des chimios de consolidation. Donc on est amené à se revoir. Il y a eu un retour à la maison aussi, donc des habitudes qui se reprennent. Donc voilà, il y a tout un cheminement. En fait, je les accompagne dans le parcours de soins en utilisant les moyens que j'ai sous la main, et puis surtout leur processus créatif à eux, et ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Donc on a travaillé l'écriture beaucoup. On a travaillé des ateliers de collage, donc sans utiliser de solvant, avec les sparadraps des infirmières qui fonctionnent très bien. Si vous avez des enfants, c'est top. On a travaillé plein de choses. Enfin, je me souviens d'une patiente qui était turque, et donc barrière de la langue assez compliquée, donc même pour se faire comprendre dans l'équipe. Et effectivement, quand vous vous retrouvez pour un suivi long, pour une maladie grave, et coupé de votre famille, des liens, ok, il y a le téléphone, il y a les visios, les choses qu'on peut faire, mais dans le quotidien, le soin, il est là, et il y a des personnes qui sont là pour s'occuper de vous et de votre santé, et on a cette barrière de la langue. Donc c'était assez amusant. Du coup, moi j'ai appris un peu le turc, on a utilisé Google Trad, et c'était très bien. Donc voilà, ça permet aussi ça, quoi, de faire tomber les barrières, et puis pouvoir accompagner, parce qu'il y a une psychologue sur le service, mais elle gère, je crois, Laetitia Martin, toute l'oncologie. Donc c'est énorme, quoi. Et voilà, quoi, le fait que les patients soient isolés, ça ajoute encore des contraintes à l'hospitalisation, à ce qu'on peut vivre pendant cette hospitalisation. Si vous avez des questions, ça m'aiderait. Voilà. Merci. J'ai vu que tu laissais des journaux intimes aussi, la possibilité de s'exprimer dans des choses de ce genre. Hein. Ouais. L'écriture, c'est, je trouve, un moyen très intime de pouvoir avoir une discussion avec soi, et quand on est accompagné, c'est d'autant mieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le journal intime, il est intéressant parce que moi j'aime bien avoir des petits carnets de petits formats, pour permettre encore cette intimité-là, et surtout permettre aux patients qu'ils puissent le ranger dans son tiroir, à la vue de personne, et qu'il l'ait sous la main, y compris quand l'art thérapeute n'est pas là. Et donc voilà, ce côté intime, avec tout ce que le patient vit, le fait de l'écrire dans un carnet, c'est laisser une place aux ruminations, aux doutes, aux questionnements, encore une fois, aux douleurs. C'est laisser une place à tout ça, parce que c'est un moyen de le sortir un petit peu de sa tête, mais en même temps, on peut en faire quelque chose de beau après aussi, quoi. Et le journal intime, c'est vrai que c'est un très bon outil.
parce qu'il y a aussi ce besoin de raconter son histoire. Et en fait, tant qu'on ne passe pas par l'écriture, pour pas mal de patients, on a du mal à digérer ce qui se passe, puisque tout va très vite. Et donc ça permet voilà, de mettre une distance avec ce qui nous arrive, et puis de pouvoir aussi le poursuivre à la maison, ensuite sur les temps d'hospitalisation, et le partager. Il y a beaucoup de patients qui, jeunes notamment, qui utilisaient le journal intime par exemple, parce qu'ils avaient besoin donc, de relater cette histoire. C'était vraiment une étape de vie, pas cool, mais elle avait sa place. Et c'est ce qui fait aussi que la personne, elle se rend compte souvent, malheureusement, des ressources fabuleuses qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et donc je pense qu'après une hospitalisation de ce genre, on n'est plus la même personne. Et donc ce besoin aussi de partager aux futurs enfants ou aux proches, ou voilà, ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Parce que dans la démarche, le partage du journal, il n'était pas systématique. Elle pouvait le garder et repartir avec sans jamais l'avoir partagé avec toi. Tout ce qui est fait en art-thérapie, ça appartient aux patients. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la confidentialité, comme, voilà, les entretiens thérapeutiques. Mais il y a du partage ensuite en réunion avec les soignants, parce que ce qui se passe en art-thérapie, moi je peux avoir par exemple des informations, du coup, c'est un autre moyen d'expression que les infirmières n'ont pas forcément, ou les aides-soignantes, et du coup on a vraiment une prise en charge globale du patient. Donc ça c'est très intéressant, mais ce qui est réalisé appartient au patient. Donc il peut choisir par exemple, il va faire une réalisation où il va y mettre vraiment quelque chose de très douloureux, ou simplement symboliser la douleur, parce que à quoi elle ressemble, et puis elle est voilà, différente pour chacun, ou la pathologie, lui donner un visage, une forme, et puis il va pouvoir intervenir dessus tout à fait symboliquement en déchirant le papier. Voilà. Mais voilà, les fléchettes, enfin voilà, tout ça, quoi. On travaille avec les émotions, donc la colère, les peines, il y a tout qui est là, quoi. Qui trouve une place et qui prend forme, et du coup c'est plus facile entre guillemets d'intervenir dessus. Donc, ouais. Mais ça appartient, après c'est... Et puis pareil, quoi, si c'est vraiment pas beau et trop de souffrance, il me le laisse sans problème, et je repars avec, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci. Je suis Aurélie, j'ai 34 ans. Alors j'ai un long parcours avec la maladie, donc je suis une vieille greffée sous mes 34 ans. Alors moi j'ai été on m'a diagnostiqué une leucémie aiguë lymphoblastique à l'âge de 11 ans. Donc une leucémie foudroyante. Donc j'ai connu, comme tout à l'heure a dit le médecin, l'appel où on dit à mes parents il faut vite l'amener à l'hôpital à Bravois, à Nancy. Et donc voilà, je suis arrivée en août 99, et voilà, donc un an de traitement, de chimiothérapie. Très vite on m'a diagnostiqué donc j'aurais besoin d'une greffe de moelle osseuse. Donc j'ai été inscrite assez rapidement sur le registre. En septembre, je suis rentrée en août, en septembre j'étais sur le registre. Donc je n'ai pas eu la chance souvent de rentrer à la maison parce que j'attrapais beaucoup trop de microbes, j'étais très fragile. Donc j'ai enchaîné les cures de chimio, j'ai passé un Noël à l'hôpital, un anniversaire. J'ai rencontré donc à l'hôpital d'enfants des personnels soignants, des animateurs, les Dames en Rose, une animatrice qui est Marie-Hélène Petit, voilà, des associations formidables qui nous aident au quotidien. Donc, il n'y avait pas l'art-thérapie, mais on avait le sport à l'hôpital, des professeurs. Et en avril 2000, donc le 12 avril 2000, j'ai donc eu une greffe de moelle osseuse. C'est une donneuse américaine de 59 ans. C'est un médecin du service qui s'est rendu aux États-Unis chercher la greffe. Grand jour. Donc cette date, le 12 avril, comme je l'ai dit tout à l'heure à plusieurs patients, c'est mon deuxième anniversaire. Tous les ans, donc depuis 21 ans, on fête cette date, c'est resté ancré dans la famille. Voilà, je souffle mes bougies, le bouquet de fleurs tous les ans. Donc je suis restée 4 mois et demi en chambre de greffe à Bravois. Je suis rentrée en mars, je suis sortie au mois d'août. Voilà, j'ai eu beaucoup de complications, mais donc au final,
Voilà, je suis sortie donc en août. Puis donc le temps de la reconstruction, reconstruction longue. J'ai repris l'école 4 mois plus tard. J'avais été déscolarisée 1 an et demi. J'ai donc repris l'école. Alors la première année, pas toujours évident, hein, beaucoup d'allers-retours sur Nancy, j'étais meusienne, donc on allait 4 fois par semaine à Nancy, puis 3, puis 2, puis après le suivi s'est espacé. J'ai repris l'école avec une volonté de tout défoncer, parce que voilà, j'étais pas une enfant comme tous les autres, j'avais pas forcément envie... Comme j'avais l'adolescence, voilà, on fait un peu des folies, on fume. Moi, je n'avais pas forcément envie de tout ça, donc j'étais assez différente en termes de maturité. Mais j'étais tellement contente de retrouver une vie un peu plus banale, ordinaire. Donc je me suis reconstruite petit à petit. Alors jamais loin de l'hôpital, donc je suis restée très très proche du service à Nancy, qui a été donc ma deuxième famille pendant des années, hein. Même voilà, les ambulanciers, les VSL, les kinés qui ont toute une place dans un parcours de reconstruction, les équipes, notamment le médecin, mes professeurs, notamment le professeur Bordigani, qui était vraiment voilà, un repère dans ma vie essentiel, hein. Il m'a accompagné toute mon adolescence pendant mes études, hein, où tout le service à Nancy m'a toujours guidée. J'ai toujours pensé à eux toute ma vie. Puis donc j'ai eu mon bac avec une mention très bien. J'ai donc après rentré dans la vie étudiante. Alors il y a eu toujours des hauts et des bas. Alors même si j'ai été en rémission 5 ans plus tard, voilà, c'était un grand moment. 5 ans après, voilà, on est guéri, officiellement guéri. La reconstruction est quand même après longue. Il y a eu des hauts, des bas, mais je suis là. Et donc après, en quoi la maladie ça vous change? Parce que vous avez envie de tout réussir. Pour mon cas, en tout cas, c'était ça. J'avais envie d'être reconnaissante par rapport à ma donneuse de moelle osseuse, qui a toujours été profonde dans mon cœur. Le jour de mon mariage, évidemment, donc en 2015, elle était là, dans mon cœur. Toute ma famille pensait à elle. Mon père qui m'a apporté à l'hôtel, qui était là le 12 avril 2000, qui m'a tenu la main aussi pour le jour de ma greffe. Donc beaucoup d'émotions. On a vécu avec la maladie toute notre vie, encore maintenant. À l'âge, on va dire, de la trentaine, on a envie d'avoir des enfants. Un parcours comme le mien, c'est jamais simple. Donc j'ai dû aussi me battre pour avoir un enfant. Je suis rentrée dans un dispositif médical pendant plus de 5 ans. Et j'ai eu la chance, pour la deuxième fois de ma vie, de bénéficier d'un don d'ovocytes et donc d'une fécondation in vitro. Et j'ai mis au monde un petit garçon, que vous allez voir tout à l'heure. Il a 6 ans maintenant, il est en pleine santé. Et voilà, c'est aujourd'hui, je vais vous apporter pour plein d'espoir. Il faut se battre. Ça en vaut le coup. Voilà, la leucémie, c'est toute ma vie. C'est pour ça que depuis 2 ans, je suis assez contente d'avoir rencontré André et Noël. C'est donc le docteur Rubio de Nancy qui m'a mis en relation avec eux. Parce que, en tant qu'ancienne malade, je me dois de porter ce message par rapport à tous les malades, tous ceux aussi qui sont plus là. Et on a eu beaucoup de chance et on doit le transmettre aux autres, surtout l'espoir. Et on a la leucémie dans le cœur toute notre vie, ça sera le combat de ma vie, toute ma vie. Je vous remercie. Alors Aurélie demain va amener des cadeaux. Ah oui. Voilà. Alors, 1115 €. Donc on a acheté presque 70 cadeaux et donc on va les apporter lundi matin au service d'hématologie à Bravois et on espère le 6 décembre participer à la fête de Saint-Nicolas et remettre les cadeaux aux enfants. Ça va dépendre des conditions sanitaires et du Covid. C'est un beau message. On est très content de le faire pour les enfants malades qui ont besoin de plus que personne de joie,
de sourire, parce qu'un sourire, je dis toujours, c'est un pas vers la guérison. Moi, ô combien tous les animateurs qui sont venus dans ma chambre, que ce soit sportif ou clown, etc., ça donne le moral, et le moral, ça vous permet de guérir. Le moral, les soignants et la famille et l'entourage. C'est les trois clés qui vous permettent, au-delà de la médecine, de vous aider. Et, donc voilà, ça sera très émouvant aussi, moi, à titre personnel, d'aller dans ce service, dans les 3 services que j'ai connus, et qui en plus encore des personnels que je connais. Et donc voilà, transmettre à ces enfants aussi l'espoir d'avoir des jours meilleurs. Merci les donateurs. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie dans un premier temps de m'accueillir aujourd'hui parce que du coup, moi, j'ai la chance de ne pas être une malade. Voilà, je suis une intervenante aussi comme l'art thérapeute qui essaye de proposer des choses pour améliorer le quotidien des personnes qui sont dans cette situation-là pas évidente et qui en ont besoin. Est-ce que tout le monde m'entend assez bien? Oui. Super. Donc, je vous ai présenté un petit diaporama pour imager un petit peu mes propos. Donc, on m'a demandé de venir vous parler aujourd'hui de l'intérêt des bénéfices d'une prise en charge en activité physique adaptée pour les patients atteints de maladies du sang. Donc, on m'a demandé, donc je le fais. Je vous propose qu'on suive un petit peu ce plan-là. Donc, tout d'abord, une petite présentation générale pour vous expliquer qui je suis, une présentation de ce qu'est mon métier. Quels sont les intérêts d'une telle pratique pour ces personnes-là? Et un petit peu l'histoire qui relie le département STAPS de ma formation et le CHR ici de Mercy, et notamment son service hématologie. Les petits retours qu'on a pu avoir sur les interventions qu'on a mises en place, et le dernier projet qui est en cours de développement et qui, j'espère, aboutira le plus tôt possible. Voilà. Ah, super. Si tu veux. Ah oui, merci. Alors, dans ce sens-là. Okay. Alors, je m'appelle Joanne, je suis enseignante en activité physique adaptée. Donc, je travaille dans un centre de soins de suite et de réadaptation en gériatrie et oncogériatrie, qui n'est pas situé ici, mais à Moyeuvre-Grande. Donc, je ne suis pas très loin de Moyeuvre-Petite. À côté de ça, j'assure quelques heures d'enseignement à la faculté de Metz, où j'accompagne et j'encadre les futurs professionnels de l'activité physique adaptée. Et pour finir, ce qui explique en partie ma présence ici, c'est que je suis doctorante en psychologie et que mes recherches tournent autour de l'activité physique adaptée en santé, des émotions et de l'hématologie. Voilà un petit peu qui je suis. Donc les APA et les métiers de l'enseignement de l'activité physique adaptée, ils sont dispensés, comme l'a dit tout à l'heure le docteur dans la vidéo, par des professionnels en activité physique adaptée qui sont spécialement formés pour ça, ce qui nous diffère des coachs sportifs. Et j'ai bien aimé justement le fait qu'elle précise qu'on était vraiment formés pour adapter aux besoins et aux capacités de chacun l'activité physique. Donc, les activités physiques adaptées, elles sont reconnues comme un support de soins de suite et d'intervention non médicamenteuse qui est reconnu comme efficace, conseillé et recommandé. Donc l'INCAL définit comme suit, c'est tous les soutiens nécessaires pendant, après et tout au long de la maladie qu'on peut apporter en parallèle des thérapies médicamenteuses. Donc on parle d'adaptation, pourquoi? Parce qu'en un premier temps, elles sont adaptées aux participants ou aux patients, que ce soit par rapport à leur goût, par rapport à leurs besoins, mais aussi et surtout par rapport à leurs capacités, leurs objectifs personnels. Et elles sont aussi adaptées aux lieux et aux environnements dans lesquels on va les dispenser. J'insiste dessus parce que c'est des choses qu'on pourra proposer, malgré le petit espace au secteur protégé dont on a entendu parler un petit peu tout à l'heure. Donc l'objectif, ou les objectifs majeurs de dispenser de l'APA, c'est de pouvoir rendre l'activité physique possible partout, pour tout le monde et tout le temps. Et de l'utiliser finalement comme un outil de santé qui nous permette d'améliorer la qualité de vie globale de ces personnes. Aujourd'hui, les bénéfices de l'activité physique, ils sont démontrés. Ils sont acquis et ils sont bien connus de tous. D'accord ? Pour toute population générale, on sait que c'est un déterminant majeur de la santé et des populations de tout âge de la vie, que même à intensité modérée, finalement, elle va nous apporter des bénéfices en termes de santé.
elle diminue la mortalité, elle augmente la qualité de vie, et que c'est un facteur majeur de prévention, qu'elle soit primaire, secondaire, tertiaire ou même quaternaire, des maladies chroniques, notamment les cancers. Et également qu'elle permet une amélioration de la santé mentale ou encore des rythmes d'éveil et de sommeil. Ça, c'est tout ce qui est acquis, entre autres, parmi ce qu'on sait déjà sur les bienfaits de l'activité physique, et en particulier l'activité physique adaptée. Maintenant, en quoi ça va être intéressant, cette activité physique, pour les patients ou les personnes qui sont atteintes de maladies du sang? Eh bien, non seulement on va retrouver tous ces aspects qu'on vient de citer, et d'autres encore, mais aussi et surtout, on va pouvoir essayer d'enrayer ce qu'on appelle le cercle de déconditionnement lié à la fatigue et lié au cancer, notamment. Donc on voit sur la petite spirale qui est dessinée ici que finalement, on a une fatigue qui peut être musculaire en orange ou encore plutôt mentale en bleu, et que tout ça s'enraye et on finit dans un tourbillon assez difficile à surmonter. Et l'activité physique fait partie des choses qui peuvent enrayer ce tourbillon infernal et permettre d'avoir une petite lueur de bien-être et une bouffée d'air frais. Juste à côté, donc, c'est un schéma de la qualité de vie qui est basé sur le modèle de l'HAS et qui nous explique tout simplement que la maladie et ses traitements, malheureusement, vont impacter sur la qualité de vie dans l'ensemble de la sphère biopsychosociale, c'est-à-dire qu'elle va impacter à la fois la condition physique et biologique, la condition psychologique et émotionnelle, et aussi environnementale et sociale. Et ça va nous permettre tout simplement de mettre en lien avec l'activité physique différents leviers qu'on peut actionner, des freins qu'on peut lever pour pouvoir lutter contre ce déconditionnement psychologique et physiologique. On va notamment, à travers de la pratique d'activité physique régulière, que ce soit en conditions normales ou en conditions de maladie, pouvoir améliorer les capacités musculaires, les capacités cardiovasculaires, améliorer son équilibre, lutter contre la fatigue, qu'elle soit psychologique ou physique, permettre de maintenir une autonomie dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, parce que plus on est fatigué, plus on est faible musculairement, plus on a des difficultés. On va pouvoir limiter les affects négatifs au profit des émotions positives et de la sensation de capacité et d'estime de soi, et bien sûr pouvoir, un petit peu comme on le fait ici, favoriser l'inclusion sociale. Finalement, la pratique d'activité physique adaptée, elle va permettre de lutter contre une bonne partie des désagréments engendrés par la maladie et tout ce qu'elle incombe à la suite, en impactant positivement la qualité de vie dans cette sphère-là. Voici pour un petit peu les grandes généralités. Concernant l'historique que j'ai un petit peu avec le CHR ici, tout a débuté en 2018, où on a décidé, avec notamment le docteur Dorvaux, d'allier nos champs de compétences et de connaissances pour pouvoir proposer une prise en charge en intervention non médicamenteuse et en APA aux patients admis au secteur protégé. On a réussi à faire cheminer et conduire un petit peu chaque année, avec à chaque fois des stages de fin d'études de Master 2 chez les APA, dans différents services, donc en UMAC et en unité de soins intensifs, etc. Et de là est née l'idée de faire un doctorat, un projet de thèse sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que je me retrouve dans ce long périple. Et voilà. Et donc on espère d'ici peu, en 2022, et pouvoir mettre en place un projet plus concret, plus grand que ce qui a pu être testé jusqu'à présent, et continuer à recevoir des retours positifs sur ce qu'on propose. Pour le moment, en tout cas, les retours qu'on reçoit sont très positifs et très encourageants, puisque les patients adhèrent, en redemandent, et sont souvent assez tristes quand la fin de l'année se profile et qu'ils savent que les étudiants ne seront plus là pour dispenser les cours d'activité physique adaptée au sein du service. Les participants sont satisfaits des programmes qu'on leur propose et nous donnent des feedbacks soit positifs, soit constructifs pour qu'on puisse s'améliorer et proposer des choses un petit peu meilleures. Et on a pu, en regardant un petit peu les mesures qu'on a effectuées, constater des améliorations significatives au niveau des capacités fonctionnelles, donc ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de la force musculaire, des capacités aérobies, de l'équilibre, de la tolérance à l'effort, de la fatigue, et également des améliorations au niveau émotionnel, notamment sur l'anxiété et l'estime de soi. Donc l'anxiété qu'on a réussi à descendre un petit peu et l'estime de soi qu'on a réussi à rehausser. Donc pour pouvoir continuer nos recherches et forcément enrichir un petit peu le panel de soins, de support qu'on propose ici, et bien nous on souhaite continuer. Et on est en train de mettre sur pied un projet
où on essaiera de proposer 3 types de prise en charge en activité physique adaptée, dans le but non pas spécialement de les comparer, mais de pouvoir répondre aux besoins de tout le monde et de pouvoir inclure les émotions dans le champ de la recherche. Parce que malheureusement, c'est quelque chose qui est encore peu exploré aujourd'hui, et pourtant il y aura des choses à découvrir. Donc on souhaite proposer une prise en charge en activité physique classique, comme on l'a déjà fait avec des séances ludiques et adaptées selon les goûts. Une séance d'activité physique par exergaming, donc c'est le vélo connecté que vous voyez ici, qui permet de simuler des sorties en extérieur et pouvoir justement rejoindre l'idée du robot tout à l'heure qui nous permettra un petit peu de sortir de cette bulle de l'hôpital et du soin. Et pourquoi pas un programme d'activité physique couplé à de la relaxation pour vraiment prendre en compte les signaux physiologiques que nous provoquent nos émotions et pouvoir mieux les réguler. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que j'ai été assez claire et pas trop longue. Et voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Bravo. Soit j'ai été hyper claire, soit j'ai perdu tout le monde. C'était très clair. Voilà, je trouve que c'est des pistes très intéressantes de travail parce que la mobilité, moi j'ai été 4 mois et demi en chambre de greffe. Alors à l'hôpital d'enfants, ça se fait quand même depuis c'était plus dans les pratiques, même il y a 20 ans, ça existait déjà, mais ça faisait un bien fou. Et effectivement, la mobilité, quand on est à allonger des longs mois dans une chambre d'hôpital, c'est plus que nécessaire. Et rien que de jeter un ballon, on se sent vivant. Et pour le moral, franchement, c'est fabuleux. Et je pense aussi que même après la maladie, étant donné que la mobilité, parfois, elle peut être encore compliquée, le kiné, c'est bien, mais c'est une approche quand même qui est très médicale, alors que vos pratiques sont parfois plus intéressantes pour même des patients après la maladie, parce que voilà, on a besoin des kinés, mais on a aussi besoin d'avoir d'autres approches du corps que le côté médical tout le temps. Et je trouve que les pratiques sont un peu moins que le kiné, et c'est un autre axe. Donc, Merci. même si c'est adapté aux patients. C'est tout à fait ça, hein. C'est notre rôle à nous en tant qu'enseignants en APA. On n'est encore pas très connu en dehors du monde des patients qui ont eu le droit ou qui ont pu y participer. C'est qu'on apporte une corde supplémentaire aux prises en charge non médicamenteuses. Effectivement, les kinés vont avoir une approche très analytique, très fonctionnelle pour rééduquer quelque chose de lésé. Nous, on aura une approche un peu différente, puisqu'on va travailler dans le même sens, mais avec une prise en charge et un regard beaucoup plus global, en intégrant la psychologie et en se servant du mouvement, non pas comme une fin, mais comme un moyen. Et effectivement, c'est hyper important cette partie ludique, et d'apporter de la joie, et puis de se changer les idées, travailler sans s'en rendre compte. Voilà. Si je peux me permettre aussi, cette idée de visualisation en faisant du vélo, je trouve ça formidable. Pour l'évasion, pour sortir de leur situation, de leur contexte, et en plus c'est moteur pour faire bouger encore peut-être un peu plus le corps. Franchement, c'est l'écran devant les vélos, c'est super. C'est super. C'était l'idée, pouvoir permettre de sortir alors qu'on ne peut pas concrètement, mais par l'esprit on peut faire beaucoup de choses et avoir une petite aide visuelle, c'est pas plus mal. Bravo. Merci. Très bien. Alors juste un petit mot parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, mais ah oui, si tu veux. Alors comme aurait dit tout à l'heure, je suis une vieille greffée, mais moi c'est au sens propre. Parce que je vais avoir 51 ans et j'ai été greffée, je vais bientôt fêter mes 1 an, là, mi-décembre. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on a vu dans les différents témoignages, dans les différentes vidéos. C'est difficile d'avoir du jour au lendemain effectivement un diagnostic que vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas malade, enfin moi je ne l'étais pas. J'avoue que j'avais des boutons, c'est ce qui a servi à me diagnostiquer la leucémie, mais je n'étais pas fatiguée, je n'ai pas perdu de poids, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais voilà, du jour au lendemain, vous vous trouvez enfermé dans une petite pièce de 4 mètres sur 4. Alors moi qui suis assez, pas calme,
difficile à accepter tout ça. Et en ce sens-là, où je remercierai jamais assez l'association et tout ce qu'ils ont fait et l'équipe de soignants. Alors, l'association, parce que du coup, c'est vrai qu'il faut organiser ces journées quand on est enfermé comme ça dans une chambre. On a la télé, les soins, voilà, qui vont être récurrents effectivement toute la journée, mais il faut s'occuper pour pas justement cogiter, déprimer et tomber effectivement dans des pensées plutôt noires. Donc, on était organisé. Et c'est vrai que le matin, vous aviez mis, André, du matériel à disposition. Donc, je faisais du marcheur ou du vélo. Ça me permettait effectivement aussi de rester en forme et surtout, mais je l'ai compris à la deuxième hospitalisation, d'anticiper un peu la sortie. Parce que quand vous sortez au bout de 4 semaines où vous n'avez pas beaucoup marché, vous n'avez pas monté d'escalier, etc., ben c'est vrai que le retour à la maison aussi est super compliqué. Donc, en tout cas, ça m'a permis effectivement de limiter un petit peu tout ça. Et donc ça, c'était super bien. Bon, Netflix, hein, je suis accro, ça. Merci encore. Mais voilà, tout simplement pour vous dire que ces petits gestes, comme le Père Noël, comme un petit cadeau, comme effectivement une petite boîte de chocolat ou une petite bougie, et ben, ça fait super plaisir. Et que effectivement, j'espère en tout cas que pour l'association, vous vous rendez compte que toutes ces petites choses mises bout à bout sont vraiment importantes et nous permettent effectivement de traverser un petit peu ce parcours et d'avoir des petits moments, des petites bulles de bonheur ou en tout cas d'avoir effectivement toute cette aide hors aide médicale. Quoi dire de plus? Oui, c'est compliqué à accepter. Donc voilà, si on peut continuer à améliorer effectivement la qualité des gens qui se retrouvent effectivement, des personnes qui sont dans ce parcours et qui vont devoir effectivement traverser ces situations, oui. Donc à ce titre, c'est vrai que voilà, je vous aide et je vous aiderai encore volontiers à préparer, à mettre en place effectivement toutes ces petites choses. J'ai pu rencontrer Adeline, l'art thérapeute, avec laquelle j'ai apprécié énormément effectivement nos discussions et nos petits travaux. Il y a aussi, on n'a pas parlé, mais la socio-esthéticienne, alors son prénom m'échappe. Carole, voilà. Donc Carole s'occupe un peu de la partie esthétique, mais ça va plus loin que l'esthéticienne, puisqu'elle va prendre en charge effectivement la personne. Elle a des dons d'écoute qui sont assez impressionnants, comme Noël, qui fait du yoga. Voilà, vous dire que toutes ces personnes, tous ces témoignages, tous ces temps d'écoute, ces temps de parole, ces temps de partage sont vraiment importants. Et moi, je crois fermement effectivement qu'ils contribuent à la guérison, en tout cas au fait d'aller effectivement beaucoup mieux par rapport à ça. Donc, vraiment un grand merci à vous tous. Mesdames et messieurs les membres du comité Espoir 57, cher André, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, j'ai tenu particulièrement à être présent dans des week-ends souvent chargés en inauguration et en assemblée générale, mais je crois qu'il était important, à plusieurs titres, d'être présent avec vous aujourd'hui. D'abord au titre de citoyen, qui peut être concerné et qui a été concerné par la question du cancer. Chacun d'entre nous aurons dans notre vie une rencontre avec la maladie. Moi, ce fut au titre de ma grande-tante qui est décédée d'une leucémie foudroyante, ici même, dans cet hôpital, mais ça a été aussi les rencontres, et je crois que les plus belles rencontres que j'ai faites dans mon cursus d'apprentissage de docteur, ça a été celle que j'ai pu faire dans des stages, dans des services d'oncologie. Que ce soit les stages au CHU de Brabois, auprès du professeur Léderlin, que ce soit des stages à l'Institut, qui s'appelle maintenant l'Institut du cancer de Lorraine, mais qui s'appelait à mon époque le Centre Alexis Vatrin, ou avec le professeur Sommelet qui nous a quittés l'année dernière, que vous connaissez
tous également ici. Je crois que, d'ailleurs, dans l'histoire de la médecine, les auteurs les plus pertinents, les plus humains, sont souvent ceux qui ont été des hématologues. Je voudrais citer également ici le professeur Jean Bernard, qui m'a marqué en termes d'histoire de la médecine, puisqu'il racontait dans un de ses ouvrages les débuts des découvertes des traitements vis-à-vis de la leucémie. Et que lorsqu'il avait annoncé à un de ses maîtres qu'il y avait eu guérison de cellules, son maître lui a répondu à l'époque, eh bien si c'est guéri, ce n'était donc pas une leucémie. C'était ce qui était considéré à l'époque, donc il y a plusieurs décennies en arrière, non guérissable. Et aujourd'hui, on sait qu'on guérit de la leucémie et que tous les moyens sont mis pour avancer dans la recherche, dans les dépistages, dans les accompagnements, dans la formation des professionnels, dans l'aide aux aidants et également dans le droit à l'oubli. Je vous cite tout cela parce que c'est ce que nous avons inscrit, et là je reprends ma casquette de député, dans la loi d'octobre 2018. C'est l'intitulé de cette loi, pour renforcer toutes ces dimensions. Parce que toutes les avancées, je viens de vous citer la phrase malheureuse d'un des maîtres de Jean Bernard, et qui à l'époque exprimait l'état général ou l'état habituel de la science, et aujourd'hui, bien évidemment, cette formule n'est plus du tout adaptée. Eh bien, elle n'est plus du tout adaptée parce que la volonté publique l'a souhaité. Et elle l'a souhaité depuis 2003, vous le savez, lorsqu'on regarde un petit peu l'organisation, notamment des soins et de la recherche, il y a eu le premier plan cancer en 2003, nous en sommes à son 4e, avec une feuille de route pour que dans les 10 ans qui viennent, nous réduisions encore le nombre d'incidences et puis que nous augmentions le nombre de dépistages à 1 million. Aujourd'hui, nous en sommes à 9. Nous espérons arriver à 10 millions très rapidement. D'ailleurs, cet Institut national du cancer, nous, sur d'autres disciplines de la médecine, et j'ai présidé la mission parlementaire de l'Organisation territoriale de la santé mentale, puisque je suis psychiatre de formation, eh bien, nous avons proposé dans notre rapport de prendre exemple sur l'Institut national du cancer pour faire avancer les questions également de santé mentale. Parce que je crois que c'est vraiment une vraie plus-value et qui permet de mettre les moyens et de débloquer les moyens là où il faut. Vous avez parlé tout à l'heure de projets de recherche. Effectivement, dans les projets de recherche, les alternatives non médicamenteuses sont parfois oubliées, mais elles doivent malgré tout être portées. Parce que ce que vous avez proposé, et si je n'ai pas souhaité prendre la parole tout à l'heure lorsque vous me l'avez proposé, c'est parce que je crois que la parole doit être d'abord à vous, c'est-à-dire à celles et ceux qui au quotidien ont vécu, ou vivent encore, ou en tous les cas continuent à porter ce combat, et c'est bien évidemment vous qui êtes en première ligne. Et donc je ne voulais pas prendre la parole et priver de parole quiconque. Ceci dit, la parole maintenant m'est donnée, et ce que je veux donner comme message, mais vous le dites bien dans le mot espoir. C'est parce que vous tutoyez ce qui peut être considéré comme une fatalité. En réalité, il n'y a aucune fatalité, et à la détresse, eh bien, l'antidépresseur de la détresse, c'est l'espoir. C'est l'espoir qui peut être donné dans les petits actes de la vie quotidienne. Les petits actes de la vie quotidienne, madame, vous disiez, eh bien, vous étiez dans un monde où vous ne saviez plus si la vie était encore là, mais vous avez reçu un présent, un cadeau, qui, finalement, ce lien, vous a ramené à la vie. Cet attachement, quelqu'un a pensé à vous à l'extérieur. Dans un intérieur où, finalement, le temps s'est arrêté. Et je dois dire que ces choses-là, je vous l'ai dit, mais ce sont des patients qui me les ont apprises. Et si je suis devenu spécialiste de la psychologie médicale, c'est parce que mes stages en oncologie m'ont fait rencontrer de grandes détresses.
Et avant d'avoir fait des stages en psychiatrie, j'ai fait, comme je vous l'ai rappelé, beaucoup de stages en oncologie. Et c'est certainement cette détresse de patients confrontés eh bien, à l'arrêt brutal, voire parfois au décès et à l'invalidité, eh bien, montre que la psychologie ne doit ni être négligée, ni sous-traitée, et qu'elle est fondamentale à la fois pour aller mieux, à la fois pour faire face, et à la fois pour accompagner. Et je crois que Madame Dorvaux est présente, me semble-t-il. Oui. Je remercie aussi Madame Dorvaux qui m'a fait travailler mes questions d'internat à une époque très lointaine, mais donc c'est fait. Je dois dire que sur ces questions, l'homme et la place de l'homme, et en tout cas l'humanité, doit primer sur beaucoup, je ne dirais pas sur tout, mais sur l'essentiel. Parce que la question technique, eh bien, on progresse. Sur la question thérapeutique, on avance. Sur toutes les questions matérielles, il y a des progrès. Mais sur l'humanité, il y a aujourd'hui un vrai défi. Que la technique ne remplace pas l'humain, et que lorsque la technique prend part, ou en tout cas prend pas sur l'humain, eh bien, je dirais, il y a plus de difficultés devant nous que de résolution de problèmes. Donc, vous êtes les unes et les autres en première ligne. Je crois que cette première ligne, c'est celle de l'homme, de la place de l'homme que l'on veut dans notre société, au cœur du système de soins, et bien évidemment dans les politiques publiques. Et bien évidemment, je suis avec vous, ni devant vous, ni derrière vous, à vos côtés, parce que vous êtes à égalité. Je vous remercie.